et je laisse tout de suite la parole à Emmanuel pour les aspects de contaminants inorganiques. Oui, alors après les contaminants biologiques, organiques, je vais finir de plomber l'ambiance en vous parlant de contaminants chimiques inorganiques. Presque un jeu de mots involontaire, mais... on les appelle aussi des éléments traces parce que par définition, ce sont tous les éléments qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev qui sont présents dans la croûte terrestre à une concentration qui est inférieure à 0,1%. Alors, contrairement aux dizaines de milliers de molécules organiques dont nous ont parlé Pierre et Charles précédemment, en fait, ça représente à peu près 70 éléments qui, du coup, représentent un très faible pourcentage de cette croûte terrestre. Hein, ça représente moins de 1%. Donc, on peut évidemment s'interroger sur la pertinence d'étudier ces éléments. La première caractéristique, spécificité de ces éléments, c'est contrairement aux aspects biologiques ou organiques, ces éléments ne se dégradent pas, ne se dissipent pas dans l'environnement. Ils vont plutôt donc avoir une tendance à l'accumulation. La deuxième spécificité, et ça complique un peu nos travaux, c'est que dans les sols notamment, ils peuvent être naturellement présents. C'est ce que montre ce graphique. Vous avez des concentrations en chrome qu'on a mesurées sur des sols de la Réunion. Et vous voyez que globalement, à la Réunion, ces concentrations sont toutes supérieures, voire très nettement supérieures à la moyenne mondiale des teneurs en chrome dans les sols. Et en fait, ce n'est pas un cas de contamination, c'est simplement une spécificité géologique de la Réunion, qui est une île volcanique et qui donc génère des matériaux qui vont donner les sols, qui sont naturellement riches en chrome et en nickel notamment. Et puis, comme les pesticides, ces éléments traces inorganiques ont des propriétés ambivalentes, c'est-à-dire qu'un même élément chimique peut être à la fois indispensable à certains processus biologiques, et le même élément chimique, parce qu'il est présent en quantité trop importante ou parce qu'il est sous une forme chimique spécifique, peut devenir toxique. Un cas qui est souvent cité, c'est celui du chrome pour le corps humain. C'est un régulateur de notre taux de glycémie, et donc ça limite par exemple le développement de diabète. Mais le même élément chimique, donc le chrome, vous enlevez simplement 3 électrons de la couche de valence, il devient chrome 6, et là c'est un élément qui est fortement cancérigène en faible quantité. Alors cette toxicité, elle affecte également les organismes du sol, et il faut considérer deux aspects importants. C'est-à-dire que la toxicité de ces éléments traces, elle va dépendre évidemment d'éléments qu'on considère. Alors sur cette étude, les auteurs ont comparé la toxicité de différents éléments traces pour une même plante en les exposant pour atteindre un seuil de toxicité qui est exprimé ici comme la réduction de l'élongation racinaire. Et cette donnée montre que il faut apporter 1000 fois plus de zinc que de cuivre pour atteindre le même seuil de toxicité. Donc dans ce cas-là, évidemment, le cuivre est évidemment plus phytotoxique que le zinc. Mais cette toxicité, ça a déjà été dit précédemment ce matin, elle va aussi dépendre de la forme chimique sous laquelle est présent cet élément. Ces données-là, ça concerne, les auteurs ont mesuré la mortalité d'une population de vers de terre qui était exposée à différentes formes de zinc. Vous voyez qu'il faut apporter 600 mg par kilo de zinc sous la forme ionique pour atteindre la mortalité seuil, alors qu'il en faut plus de 2000 si on expose ces mêmes vers de terre à des nanoparticules de zinc, d'oxyde de zinc. Pardon. Et donc, c'est deux éléments importants qu'on essaye de considérer dans nos travaux, à la fois évidemment de caractériser les éléments présents dans le sol, mais également leur spéciation. Et puis, dernière caractéristique de ces éléments traces, c'est qu'en fait, ils sont présents dans tous les objets de notre vie quotidienne, des choses très basiques, des peintures, etc., mais également les objets électroniques, les crèmes solaires. Et l'agronomie, l'agriculture est également une grande utilisatrice d'éléments traces. Vous connaissez tous la bouillie bordelaise. Il y a également un point sur lequel je reviendrai plus tard, qui est les suppléments minéraux qui sont apportés à l'alimentation du bétail. Et donc, l'utilisation, la dégradation de ces objets fait qu'on est exposé, les agrosystèmes sont exposés à des apports d'éléments traces non intentionnels, notamment à travers les pratiques de recyclage agricole de ce qui a été appelé précédemment les produits résiduaires organiques, ou ici les MAFOR. J'aime bien aussi le terme de déchets organiques, mais c'est jugé un peu péjoratif. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ce vocable, on considère toutes les matières d'origine résiduaire que sont les boues de stations d'épuration, les composts d'origine diverses, urbaines, agricoles, les digestats, les effluents d'élevage.
Pour illustrer l'impact de cette pratique de recyclage de matières organiques, je m'appuyais sur des données qui ont été obtenues sur des agrosystèmes maraîchers périurbains à Dakar. Et donc on a ciblé des parcelles qui étaient, que les agriculteurs, pour lesquelles les agriculteurs nous disaient qu'ils observaient des baisses de rendement inexpliquées. On a regardé avec eux quelles étaient leurs pratiques. C'était notamment des parcelles, dans ce cas-là, qui étaient fertilisées avec des bouts de stations d'épuration. Et donc, on a mesuré les teneurs en métaux dans ces parcelles. Et c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Vous avez en noir la concentration, donc c'est une profondeur, un profil de sol, la concentration en cuivre pour une parcelle qui n'a jamais été cultivée, qui était proche des parcelles qui nous intéressaient. Et vous voyez un profil classique où il n'y a pas d'évolution, la concentration reste faible. La parcelle à côté, cultivée pendant 40 ans avec ces pratiques de fertilisation, on va dire relativement intensives en utilisant des bouts de stations d'épuration, et on voit que la concentration en cuivre est multipliée par 5 dans l'horizon de surface. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cuivre est un élément particulièrement phytotoxique, et donc ça permet d'expliquer les baisses de rendement qui étaient observées par les agriculteurs. En fait, dans ces systèmes, la situation est beaucoup plus compliquée parce qu'on n'apporte pas seulement du cuivre en apportant ces bouts de stations d'épuration, mais on apporte toute une cohorte d'autres éléments de trace. On voit sur ces données, pour la même parcelle, qu'on a augmenté par 6 la teneur en cadmium, en zinc, en plomb. Je n'avais pas la place pour vous montrer qu'on a augmenté aussi la teneur en chrome, en nickel, etc. Et donc, en fait, ces sols agricoles qui sont soumis à des pratiques assez intensives, en fait, elles sont soumises à une multicontamination. Et donc, ça veut dire que les organismes, à la fois les cultures ou la faune ou la microfaune, sont exposés, en fait, à un cocktail de contaminants, inorganiques dans ce cas. Alors, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, le cuivre et le zinc sont deux éléments qui sont apportés dans les relations alimentaires des éléments du bétail, et c'est la raison pour laquelle ces effluents d'élevage sont aujourd'hui la principale source d'apport d'éléments de trace dans les sols agricoles. Pour fixer un ordre de grandeur, en France, c'est près de 23 000 tonnes d'éléments de trace qui sont apportés sur les sols agricoles chaque année. Sur ces 23 000 tonnes, il y en a 18 000 simplement pour le zinc et 5 000 pour le cuivre. Donc c'est évidemment la grande majorité. Et c'est sur ces 18 000 tonnes de zinc, en fait, c'est 12 000 qui sont liés à la pratique d'épandage de lisier de porc, notamment. On a essayé de faire une estimation à l'échelle globale, planétaire, et on estime que ce sont à près de 500 000 tonnes de zinc qui sont potentiellement épandues sur les sols agricoles à l'échelle de la planète. Et donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est face à ces apports répétés, chroniques de zinc sur les sols agricoles, quel va être leur devenir et leur impact? Est-ce qu'ils vont être prélevés par les cultures? Est-ce qu'ils s'accumulent dans les sols? Et où est-ce qu'ils contaminent la ressource en eau? Alors ça, c'est un volet qu'on étudie, sur lequel on travaille depuis 10 ans maintenant avec des partenaires au Brésil. On a la chance de pouvoir travailler sur des essais et d'obtenir des échantillons précieux d'essais de longue durée qu'on essaye de caractériser le plus finement possible, notamment en essayant d'appréhender la spéciation du zinc ou du cuivre, que ce soit dans les sols ou dans les effluents qui sont épandus. Et on adosse à ces mesures des expériences en laboratoire pour essayer de mieux comprendre les mécanismes réactionnels qui peuvent expliquer le comportement des éléments. Récemment, on a mis en place des techniques basées sur l'utilisation des isotopes. Et la conclusion majeure, principale qu'on observe, quel que soit le contexte pédoclimatique, c'est qu'en fait, ces éléments de trace, ils s'accumulent majoritairement dans les tout premiers centimètres de la couche de sol. Aujourd'hui, on comprend mieux les mécanismes qu'il y a derrière. On a bien décrypté la réactivité, des formes chimiques qui sont apportées, comment elles sont ensuite sorbées par les constituants du sol. Et malgré cette compréhension, on reste encore assez limité sur l'étape d'après, c'est quel est l'impact écotoxicologique de ces éléments sur les organismes du sol. Alors pour tenter de remédier à ça, on a récemment mis en place une approche pour apporter les premiers éléments de réponse. Donc l'idée, c'était de partir d'essais de terrain qui étaient mis en place à La Réunion, où on suit notamment l'évolution des teneurs. Alors ici, ce qui est représenté, c'est des concentrations en cuivre dans des sols qui sont fertilisés avec du compost de lisier de porc. Et vous voyez qu'au bout de 7 ans, on observe une tendance à une légère augmentation.
On a extrapolé cette augmentation avec des modèles relativement simples et on a comparé cette extrapolation à des seuils toxicologiques qui prennent en compte les caractéristiques des sols. Et c'est ce qui est représenté sur ce dernier graphique. Vous avez la concentration en cuivre dans les sols en fonction de ces 100 années d'extrapolation. En noir, c'est une courbe qui modélise l'accumulation du cuivre dans le sol. Et donc en rouge, vous avez un seuil toxicologique qui représente la concentration à partir de laquelle on va commencer à détecter des effets sur les organismes du sol. Et évidemment, c'est le croisement de ces deux courbes, noire et rouge, qui nous intéresse, puisqu'elle indique la durée au bout de laquelle on va commencer à perturber durablement le système. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cet apport chronique, raisonné de compost de lisier de porc, finalement, il va potentiellement induire un impact écotoxicologie en quelques décennies. Là, c'est 3 décennies. Et donc, évidemment, cette pratique qui est pourtant vue comme quelque chose d'assez vertueuse, elle n'est pas sans risque, elle n'est pas sans impact sur les environnements qu'on étudie. Alors, pour conclure, je n'ai pas fait d'éléments de conclusion, j'ai plutôt essayé de réfléchir à des pistes de réflexion qui pourront peut-être servir à la discussion de tout à l'heure ou de cet après-midi. Le constat, quand on se penche sur cette problématique des éléments de trace dans les pays du Sud, c'est que finalement, il y a très peu de données. Alors, on a des sites caractérisés plutôt bien maintenant, on a quelques informations, mais par exemple, on n'a aucun inventaire à l'échelle nationale comme on en a en France, en Angleterre, en Chine. Et donc, finalement, on manque d'état des lieux pour qualifier, quantifier la contamination, alors en éléments de trace inorganiques, mais je pense que c'est le cas pour les autres contaminants, des sols agricoles. Et donc, il y a certainement là un premier pas à faire. L'autre, c'est qu'on ne pourra pas être sur tous les terrains, ça c'est sûr, et donc il faut certainement cibler des situations où la vulnérabilité est un peu plus grande. Alors, je prends 2 cas qui me semblent importants. Il y a, sur la base de ce que j'ai montré pour le Sénégal, je pense que tout ce qui concerne l'agriculture périurbaine, le maraîchage intensif, ce sont des sites qui mériteraient qu'on travaille collectivement dessus, et en lien avec l'élevage intensif, puisqu'il y a le besoin de recycler, de gérer les effluents qui sont produits. Et puis, il y a quand même, ça a été mentionné un peu plus tôt dans la journée, il y a quand même un gros trou dans la raquette, c'est que, vous l'avez bien compris, ces écosystèmes, ils sont exposés non pas à un, mais à un cocktail de contaminants. Et donc là, globalement, on est bien normal pour s'exprimer sur l'impact des pratiques. Je prends juste un exemple là, pour 2 métaux. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réponses pour s'exprimer sur le bilan de la toxicité. Si vous prenez du cuivre et du zinc, on ne sait pas si en fait l'organisme qui est exposé, c'est simplement l'addition des 2 toxicités ou s'il y a un effet synergique. Donc c'est une multiplication, les toxicités, est-ce qu'elles sont décuplées ou au contraire, est-ce qu'il y a des effets antagonistes? Alors on ne le sait pas bien pour les éléments inorganiques, on le sait encore moins bien quand on croise un élément de trace, un métal, et puis un composé de trace organique. Et pour terminer, ça a déjà été évoqué ce matin, en fait, c'est important de se pencher sur ces aspects cocktails. Je refais écho à ce qu'avait dit Eric ce matin, parce qu'on sait par exemple que des bactéries pathogènes exposées à des métaux, du cuivre, du zinc, peuvent développer par exemple des mécanismes de résistance aux antibiotiques alors qu'elles n'y sont pas exposées. Et donc on voit bien qu'il y a un croisement des effets et qu'il faudrait qu'on réussisse à appréhender en sortant un peu chacun de nos silos. Je crois que c'est quelqu'un qui a utilisé ce terme tout à l'heure, parce que, évidemment, la question cruciale, c'est de pouvoir s'exprimer sur les pratiques qui sont mises en œuvre. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé. Voilà. Merci Emmanuel. On va avoir le temps pour 1 ou 2 questions avant de passer à l'exposé de conclusion. Est-ce que le chat, il y a quelque chose ou pas? Alors, un commentaire de notre ami et collègue Angel Avadi, qui, je pense, est en Côte d'Ivoire, c'est ça? Où il met « Comment se passer des herbicides en agriculture intensive si le coût de ces produits est inférieur à la main-d'œuvre pour désherber à la main ?»
Faire bouger toute l'agriculture vers l'intensification agroécologue semble irréaliste, étant donné la population croissante dans le monde entier. On vous laissera méditer sur la remarque d'Aurel. C'est pas moi qui vais répondre. Mais c'était bien que ça soit soulevé, effectivement. Est-ce qu'il y a une question, moins en rapport avec les pesticides, mais plus avec les métaux? Oui, Eric. Merci Emmanuel. Juste une question. J'aimerais que comprendre qu'en fait, on pouvait aussi, entre guillemets, polluer les composts ou les pros, mais même d'origine, je dirais, liés à l'utilisation, pas des bouts de stations d'épuration, mais même les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'il y avait des mauvaises pratiques du genre, on a l'habitude de balancer les vieilles piles. Et donc, il y a un certain nombre de métaux lourds qui peuvent. Est-ce que du coup, dans les pays du Sud, cette problématique, elle est prégnante ou pas? C'est-à-dire par un problème de connaissance de ces effets. Voilà, c'est une question que je me posais. Ou est-ce que c'est un épiphénomène? Il faut passer à autre chose et se recentrer sur les 2 points que tu as soulevés là en perspective. Ouais. Alors, Marie Tella, qui est dans cette salle, elle a regardé ça pendant un postdoc qu'elle faisait avec nous. On a comparé des teneurs en métaux de compost, notamment, qui venaient de différentes régions du monde. Et le message, c'est que le résultat, c'était qu'on ne voyait pas de différence très significative nord versus sud. En fait, on voyait plutôt un distinguo entre des pros produits dans des contextes urbains, denses, villes de grande taille versus des petites localités ou des systèmes agricoles non intensifs. C'est plutôt à ce niveau-là que se situait la différence et finalement pas tellement, contrairement à ce qu'on s'imaginait, nord versus sud. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne pratique. Après, localement, il y a quelques problématiques. Je pense à des situations à La Réunion où il y a pu y avoir des contaminations de plomb par des mauvaises pratiques, etc. Mais c'est très sporadique et en tout cas, c'est pas généralisé, quoi. Ok, peut-être juste une dernière, c'est pas une question de ma part, je n'avais pas de question, mais c'est plutôt peut-être un complément. Il y a été beaucoup question de capacité analytique là, pour embrasser la diversité des contaminants organiques. Quid des contaminants organiques, qui on l'a bien compris, sont moins nombreux, qui sont étudiés depuis plus longtemps. Est-ce que tu peux en parler? Tu as évoqué ça, mais voilà, je pense que c'était intéressant de le souligner, et tu es bien placé pour le faire. Oui, alors aujourd'hui, les capacités, alors je ne l'ai pas dit, mais historiquement, je trouve que les contaminants inorganiques, c'est ceux qui sont étudiés depuis le plus longtemps. Sur le premier papier sur des teneurs de métaux dans des composts, c'est 1953. Les outils analytiques aujourd'hui ont été développés dans les années 70, sont démocratisés dans les années 80. Donc aujourd'hui, on sait doser très facilement les teneurs en éléments traces dans tout type de matrice. On sait aussi, grâce à des outils un peu plus pointus, alors c'est moins facile d'accès, caractériser la spéciation de ces métaux, quel que soit le type de matrice, solide, liquide, etc. Donc on va dire qu'on n'a pas le souci de screening qu'on peuvent rencontrer les collègues qui travaillent sur les composés traces organiques. Notre raison, c'est aussi qu'on n'en a qu'un petit nombre à étudier par rapport à eux et qu'on n'a pas de métabolites, par exemple, on n'a pas ces problématiques-là. Donc on va dire que la question de l'analytique est moins un souci majeur par rapport aux contaminants traces organiques. Et puis, on a la capacité financière aujourd'hui d'acquérir des appareils, ça a été fait récemment au niveau du S49, d'acheter des appareils qui sont excessivement sensibles, qui ont des seuils de détection très très bas, ce qui permet d'accéder à ces analyses-là, qui sont proches d'avoir un débit très haut, quoi. Donc on peut faire énormément d'échantillons. On a aujourd'hui ces capacités-là. C'est un commentaire plutôt qu'une question pour Emmanuel. Pour reboucler en fait sur les pratiques agroécologiques qu'on évoquait avant, les éléments de traces métalliques, ils ne sont, à une exception notable près, jamais apportés
par les engrais minéraux. L'exception notable, c'est le cadmium. Et ils sont vraiment apportés que par les déchets organiques. Donc, dans les réflexions sur les pratiques agroécologiques, je pense que c'est d'intérêt. Oui, oui.